pour essayer de comprendre comment s'articulent ces populations-là et surtout essayer de comprendre comment vivaient les gens à l'époque, qui n'ont pas laissé de traces écrites. Que nous, ce qui nous plaît, c'est pas la vie des rois, on la connaît par cœur avec Saint-Denis, avec les grandes chroniques des historiens. Par contre, on connaît rien sur la population locale, comme vous et moi, qui vivaient justement il y a plus de 1000 ans sur les territoires noiséens et séquano-denysiens. À Noisy-le-Grand, une nécropole du Haut Moyen-Âge est enfouie en pleine ville, la nécropole des Mastrets. Chaque année, des fouilles y sont menées pendant le mois de juin. Radio Ems s'est rendu sur place et a rencontré Cyril Le Forestier, archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive et coordinateur scientifique du projet. Il nous parle de ce qu'ils ont déjà découvert sur les populations mérovingiennes et carolingiennes, de la peste justinienne, mais aussi de l'avenir des ossements. Bonjour, je m'appelle Cyril Le Forestier, je suis archéologue à l'INRAP depuis 2002. Et qu'est-ce que vous faites ici à Noisy-le-Grand ? Donc ici en fait je m'occupe de la fouille de la nécropole des Mastrets à Noisy-le-Grand. Donc je suis le chef d'opération sur la nécropole et donc depuis 2007 je travaille sur cette très belle nécropole qui a été trouvée par l'archéologie préventive. Donc la mairie de Noisy-le-Grand nous a laissé depuis 2019 le terrain en archéologie programmée. Donc on peut prendre le temps en fait de fouiller avec les étudiants pendant un mois chaque année au mois de juin depuis maintenant assez longtemps et pour les former justement au métier de l'archéologie. Et vous en avez appris beaucoup sur les nécropoles et Noisy depuis 2007 ? Oui, donc ce chantier-là permet en fait d'en apprendre beaucoup plus sur l'archéologie justement mérovingienne et carolingienne, puisqu'on n'a pas vraiment de nécropole en fait aussi complète que celle-ci, avec autant d'hommes, de femmes, d'enfants, avec autant de pratiques funéraires différentes, avec autant de mobilier. Donc là, on a appris énormément de choses sur le mode de vie des populations anciennes qui n'ont pas laissé de traces écrites, alors que d'autres nécropoles franciliennes ou de Seine-Saint-Denis ont livré des tombes en nombre assez réduit, 40, 50, une centaine, mais là on a la chance d'avoir près d'1 millier de sépultures, permettant de vraiment de pister en fait génération après génération les sépultures et donc leur mode de vie en fin de compte. C'est souvent qu'il y a des aussi grosses nécropoles ou non, elle est particulièrement rare ou exceptionnelle ? Alors non, c'est une nécropole complètement banale malgré tout dans le paysage francilien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette nécropole qui est bien conservée. On n'a pas de destruction, on n'a pas de pillage, on a une emprise qui est assez grande et donc il y a beaucoup de nécropoles, justement Bondy, Villemomble, Gagny, qui sont aussi grandes que celle-ci. Malgré tout, il faut quand même rappeler que là on est sur 1000 tombes, mais sur 7 siècles, donc ce qui fait environ 5 personnes au même moment qui vivent chaque année. Donc c'est quasiment très très peu. Il faut imaginer 2-3 grosses fermes aristocratiques dans le coin, guère d'avantages. Et donc c'est ce qu'on a partout en Île-de-France justement. Et nous on a la chance d'avoir cette nécropole qui n'a pas été touchée par les constructions urbaines, par une occupation à l'époque moderne. Il n'y a pas de château implanté en plein cœur de la nécropole. Il n'y a pas non plus de puits, de silos à grains, de fours qui ont été intégrés là-dedans. Donc on a la chance que ce soit resté en friche pendant près d'1 millénaire et demi, que ce soit resté en jardin également, et donc que personne n'ait construit sur ces lopins de terre qu'on découvre pas à pas au fur et à mesure de nos recherches dans le sous-sol. Donc c'est ça qui la rend particulière, c'est juste qu'elle soit arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. Je crois que vous avez travaillé sur une à Bondy. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les deux ? Donc sur la nécropole de Bondy qu'on a fouillé depuis 1963. Donc, moi j'étais pas né, j'étais tellement jeune que j'étais pas né, vous en doutez bien. Voilà, donc du coup on a pu fouiller cette nécropole là, donc on arrive à 1000 sépultures en tout. Donc là, en effet, 1000 sépultures mais sur une période beaucoup plus longue, presque près d'1 millénaire. Donc on a en fait une période gallo-romaine, ce qu'on n'a pas du tout à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, c'est uniquement, ça a été créé qu'à l'époque mérovingienne. À Bondy, c'est l'époque gallo-romaine. Et ensuite, on a un peu de sépultures mérovingiennes et carolingiennes, mais qui sont quand même en bien moins grand nombre que sur Noisy-le-Grand. Et donc on essaie de comparer en fait nos nécropoles à chaque fois entre elles, Villemomble, Gagny, Noisy-le-Grand, Bondy. Et donc on voit qu'on n'a pas vraiment de différence entre Bondy et Noisy-le-Grand. Il y a plus de tombes aristocratiques à Noisy-le-Grand qu'à Bondy, mais à Bondy, on est sur une route de passage, on est sur la route nationale 3. Donc qui va passer en fait, qui va aller de Paris jusqu'à Meaux, et donc on va avoir un statut différent. On a même des textes qui montrent que à Bondy au VIe siècle, il y a une dame riche, Ermentrude, qui fait un don de plein de choses à la ville de Bondy, et donc qui mentionne bien que Bondy était une zone où il y avait une communauté de frères, de religieux. Donc déjà, on a un statut qui est différent entre Noisy-le-Grand, des grosses fermes dans le paysage avec des gens assez classiques, et qu'on a sur Bondy justement une population plutôt religieuse. Donc on va comme ça pouvoir comparer toutes ces nécropoles entre elles, essayer de refaire le puzzle en fait de toutes ces nécropoles. Et donc l'histoire ne parle pas vraiment de ça en fait. On n'a pas vraiment de billes sur la Seine-Saint-Denis pour comprendre même les tombes de Montreuil. On a fouillé aussi les tombes de Montreuil au Moyen-Âge. Donc d'essayer de faire un peu, de tout remettre un peu le puzzle en place pour essayer de comprendre comment s'articulent ces populations-là et surtout essayer de comprendre comment vivaient les gens à l'époque, qui n'ont pas laissé de traces écrites. Que nous, ce qui nous plaît, c'est pas la vie des rois, on la connaît par cœur avec Saint-Denis, avec les grandes chroniques des historiens. Par contre, on connaît rien sur la population locale, comme vous et moi, qui vivaient justement il y a plus de 1000 ans sur les territoires noiséens et séquano-denysiens.
Mais je me demandais quand ça a été découvert pour les fouilles préventives, c'était attendu ou potentiellement que c'était vraiment une découverte assez exceptionnelle pour les archéologues? Donc en fait, sur Noisy-le-Grand, on connaissait très bien cette nécropole-là, puisque du coup, il y a eu des découvertes ponctuellement au 18e de cette nécropole. Et surtout, en fait, là où est-ce qu'on se trouve quand on se parle actuellement, on se trouve à la rue des Mastrets. Et rue des Mastrets, c'est un nom ancien qui veut dire Martyrium Martyretum, et donc qui est un lieu, en fait, où soit on retrouve généralement en France des cimetières, ou soit des églises. Donc on était quasiment sûr, quand moi je me suis intéressé à ça en 2003-2004, dès qu'il y avait un diagnostic de prévu dans la partie qui est juste devant nous, et il y avait déjà, en fait, dans ma tête qui tournait, en fait, le terme de Mastret. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait que je me mette sur l'opération là pour essayer de voir s'il n'y a pas un cimetière mérovingien. Et donc ça a pas raté. En commençant les premiers coups de pelle, en fait, en juin 2007, et on a trouvé justement des tombes mérovingiennes. Donc c'était assez attendu plus ou moins. Après ça aurait pu être en face, à droite, à gauche, plus au nord, au sud. Donc du coup on est tombé dessus directement en commençant l'opération. Donc ça n'a pas manqué. Ce qui était une bonne découverte du coup, et depuis vous continuez les recherches. Voilà, c'est une découverte qui est à la fois au départ en archéologie préventive, donc pour libérer une zone pour construire un bâtiment d'habitation, parce qu'il faut aussi laisser la place aux vivants pour habiter. Et donc en fait on a fouillé 2 fois en fouille préventive, et donc la mairie de Noisy-le-Grand nous a offert une parcelle en fait, puis après une deuxième parcelle en archéologie programmée pour qu'on fasse diffuser, on fasse rayonner un peu cette archéologie auprès du grand public et auprès des universitaires qui se forment du coup sur la nécropole de Noisy-le-Grand. Donc ce qui est intéressant sur Noisy-le-Grand, c'est qu'on a en fait un programme de recherche assez empirique, assez généralisé. Du coup c'est qu'on se limite pas, on n'est pas les pierres de tombes, on va pas fouiller des tombes pour les fouiller, ça n'a aucun intérêt en fait. Il y a toujours derrière flanqué à ça un prétexte de recherche. Donc là on travaille sur la peste justinienne, donc une peste qui sévit en France entre l'an 500 et l'an 700. Donc tout le monde connaît la peste noire de 1348 qui a fait 25 millions de morts en France, et donc on arrive à comprendre ces pestes-là. Par contre la peste justinienne, on n'a quasiment rien dessus, on n'a pas beaucoup travaillé sur cette peste-là, et donc à Noisy-le-Grand on a un des rares cas au-dessus de la Loire des tombes de pestiférés. Donc on a fouillé une en 2017, et donc on a fouillé également une en 2023, et on en fouille actuellement depuis hier en fait une nouvelle sépulture de pestiférés qu'on le reconnaît parce que du coup on a plusieurs cadavres à côté déposés dans une même fosse. Dès qu'on a de l'urgence d'inhumation, qu'on a une catastrophe, on va pas enterrer les gens un par un tranquillement. Dès qu'il faut gérer une masse de cadavres, 2, 3, 4 personnes, on va faire un grand trou pour les mettre dedans au même moment. Donc là on a depuis hier un cas où on a une fosse sépulcrale avec dedans 2 enfants, le premier environ 2 ans, le deuxième environ 4 ans, qui ont été déposés en fait dans une tombe simultanément, presque le visage tourné l'un vers l'autre, et donc qui est sûrement en fait une preuve de la peste justinienne dont on a mis en évidence le bacille, donc Yersinia pestis, grâce à un projet de recherche en partenariat avec Harvard, avec Leipzig, avec Max Planck en fait en Allemagne. Et donc on va comme ça tricoter un peu au fur et à mesure l'évolution du bacille de la peste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas un bacille de Yersinia pestis, la peste, qu'on a habituellement en Europe, c'est qu'on va avoir un bacille qui vient d'Espagne. Donc on peut comme ça suivre en fait l'évolution du bacille de la peste. Et donc c'est pas un vieux métier d'homme barbu blanc avec un foulard au vent qui vole sur une colonne d'Alexandrie, c'est qu'on a vraiment en fait là du métier d'archéologie pour comprendre justement la médecine, pour comprendre l'évolution d'un bacille, d'un virus. Donc c'est aussi utile même pour l'avenir. C'est pas une science ancienne, c'est une science vraiment qui aide à comprendre la population ancienne mais également actuelle, et pour combattre justement les virus à venir. Vous allez en faire quoi? Elles sont juste conservées dans un endroit pour des études ou faire un musée? Je sais pas quel est l'objectif, peut-être rien du tout. Donc en fait mais les musées ont plein de squelettes dans leurs réserves, donc c'est pas intéressant de garder, de donner ça aux musées parce qu'ils savent même pas eux quoi en faire. On a du mal en France à valoriser le squelette humain, et heureusement c'est dur de mettre un corps humain d'une personne qui est morte il y a 1000 ans, 2000 ans dans une scénographie pertinente. Donc du coup nous on a des réserves propres à l'archéologie, c'est-à-dire que là on a tout près d'ici, à 2 km à Neuilly-sur-Marne, à l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard, on a un grand dépôt dans lequel on stocke justement les 1000 squelettes trouvés en fait pendant nos fouilles à Noisy-le-Grand. Et donc le but c'est de conserver ça pour l'éternité. On a justement des céramiques qui sont dans les musées, on a des objets qui sont conservés, la matière osseuse est également conservée, pas de raison de jeter les ossements des êtres humains, donc on les garde pour faire l'étude justement, donc maintenant pour l'ADN, pour les caractères discrets, pour les maladies, pour les liens de parenté, pour les carences alimentaires, il y a plein de choses à voir dessus, et donc on peut reprendre ces squelettes-là dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, pour les retravailler, s'il y a d'autres méthodes qui viennent sur l'ADN, la paléogénétique ou sur d'autres critères, on pourra les ressortir et retravailler dessus, donc c'est vraiment un trésor pour l'éternité de conserver cette matière-là qui nous parle, parce que du coup dans le corps humain est fixé énormément d'informations comme un peu un Polaroid sur le passé.